je suis Sébastien Desjean, je travaille à l'Institut de mathématiques de Toulouse, je suis statisticien et je collabore très régulièrement avec des biologistes. Certains sont dans la salle d'ailleurs. Voilà. Donc, alors le titre, finalement, c'est celui qui a été mis dans le programme. Moi, ça me va très bien. Je l'ai repris tel quel. Voilà. Donc, je vais vous parler un peu de ce package qui implémente des outils qui permettent de faire de l'intégration de données. Alors, je préciserai un petit peu ce qu'on entend par intégration de données ici. Alors, le package Mixomix, je vous le redirai par la suite. Je suis une des personnes qui contribuent au développement de cet outil, mais je ne suis pas et de loin le plus actif dans cette affaire-là. J'aurai l'occasion de citer mes collègues qui sont beaucoup plus actifs que moi. Alors pour démarrer, je vais faire un petit historique. Alors au gré de copier-coller, il y a du français, de l'anglais, bon, c'est juste... Ah, vous voyez, il y a des petits trucs qui ne passent pas quand même. C'est que là, il y avait des grosses formules pour montrer que la communauté des statisticiens, ils parlaient avec des trucs bizarres, des 1 sur n de somme de y égale 1 à n de xi par exemple. Juste la définition de la moyenne au passage. Donc voilà, mais comme ça fait peur à personne, la formule n'apparaît pas. Donc l'idée, voilà, c'était que cette thématique de l'intégration de données, elle vient de discussions avec des biologistes. C'est les biologistes qui ont amené cette question sur la table. Bon, au début, il était clair qu'effectivement, chacun avait son langage, et puis on avait du mal à se comprendre. Et des choses qui ont bien marché, qui ont amené au développement de ce package, c'est le fait d'avoir des étudiants qui ont fait leur thèse pour développer de la méthodologie statistique à partir de problèmes posés par la biologie. Voilà, et donc ces étudiants qui ont préparé leur thèse en statistique, et bien, petit à petit, ont développé la capacité de penser un petit peu avec, voilà, des séquences dans la tête et quelques formules de main. Et c'est ces choses-là qui ont pu être valorisées dans des journaux un peu interdisciplinaires, Biological Systems, Bioinformatics. Et donc là aussi, c'est bien de développer une méthodologie, mais si on ne fournit pas les outils pour la mettre en œuvre, elle va rester sur un coin du bureau sans jamais servir. Donc on a aussi contribué à développer des packages pour le logiciel R. Parce que tout le monde connaît, le logiciel R a quand même l'avantage d'être gratuit, libre, open source, on peut l'installer, le télécharger et l'installer sur n'importe quel environnement. Voilà, après il y a l'inconvénient quand même, ceux qui connaissent, d'être un logiciel en ligne de commande. C'est-à-dire que vous lancez R, il attend que vous y parliez. Vous ne cherchez pas dans les menus, il n'y a rien, donc il faut apprendre ça. Voilà un peu pour l'historique, donc des confrontations entre biologistes et statisticiens. Alors pour être un petit peu plus précis, ouais, je pense que je vais passer sur le PDF quand même, parce qu'il y a des morceaux que l'on ne voit pas comme il faut. On va avoir la formule. Voilà, maintenant je vous ai prévenu, ça va. Bon voilà, vous voyez, c'est un échelle même. Voilà, donc là on voit mieux les choses. Alors, pour entrer vraiment là dans la thématique, c'est Pascal Martin qui travaille à l'unité d'Oxaline de l'INRA, de l'autre côté du canal. Donc un jour, on a discuté, il nous a posé ce problème-là. Il avait acquis des données donc, pour une quarantaine de souris, avec 120 gènes dont l'expression avait été mesurée. Alors c'était pas micro-array, mais plutôt macro-array sur membrane nylon, juste 120 gènes dont l'expression avait été mesurée. Des mesures des concentrations d'acides gras au niveau du foie. Pardon. Et les 40 souris, voilà, étaient répartis selon 2 génotypes et 5 régimes alimentaires. Donc si on schématise un petit peu les données, voilà, 40 souris, 120 gènes, 40 souris des mêmes 21 acides gras, il y a 2 génotypes différents, 5 régimes alimentaires différents. La question que Pascal nous a posée, c'est, bon, lui, les aspects stats, vous connaissez quand même bien. C'est-à-dire
une analyse en composants principales, faire des tests statistiques, une ANOVA, ça parle à tout le monde, j'y reviendrai peut-être un petit peu, tout ça, il savait faire. En revanche, proposer une méthode qui permette de mettre en évidence et représenter les relations entre les gènes et les acides gras, ça, il n'y avait pas. Il n'y avait pas la méthode sous la main pour répondre à cette question. Donc c'est à partir de ça qu'on a vraiment commencé à travailler, à développer un petit peu de méthodologie. Alors juste pour continuer un peu sur l'aspect des communautés, on n'a pas vraiment les mêmes sensibilités. Voilà ce qui excite beaucoup un statisticien, c'est ça. Vous voyez, un tableau rempli de chiffres. Donc là, imaginez, il y a 40 lignes, 120 colonnes. C'est un truc qui à la main, on n'en fait rien. Et là, vous serez d'accord avec moi, c'est un petit tableau. 120 gènes, on n'a pas fait de plus en génomique, on aurait pu avoir des milliers, des dizaines de milliers de colonnes. Donc voilà, ça c'est, enfin en tout cas moi, c'est ce qui m'amuse de me retrouver face à un tableau comme ça. Chacun ses trucs. Alors l'intégration de données, finalement, alors de façon très caricaturale, voilà, quand on étudie un système biologique, ben, on peut maintenant, avec les technologies, certaines ont été évoquées, là, le spectro de masse, on pourrait l'appeler ici en protéomique, je suppose. Donc voilà, on étudie un système, on va avoir des tranches de omiques. Génomique, transcriptomique, protéomique, métabolomique, lipidomique. On apprend tous les jours, j'ai entendu fluxomique récemment, ribosomique aussi, le myrinome aussi, j'en découvre tout le temps. L'idée étant que chaque jeu de données, comme le tableau plein de chiffres, on peut l'analyser et puis le faire parler et savoir ce qu'il y a dans le ventre. Tout ça, ça peut être intéressant. Seulement, vu qu'on veut étudier un système un petit peu global, on a quand même envie de pouvoir analyser tous les jeux de données ensemble. Alors, ce dont je vais vous parler, c'est de l'analyse conjointe de 2 jeux de données. Ça, maintenant, on commence à savoir faire les choses de façon très raisonnable. Il y a des développements un peu plus récents qui permettent d'analyser plus de 2 jeux de données simultanés. J'illustre ça un petit peu sur la suite. Donc cette affaire-là, ça nous a amené à travailler sur l'intégration de données omiques. Et donc le package, on l'a appelé Mixomix. J'ai entendu que l'intégromix c'était déjà là. Pour la suite, je vais vous parler un petit peu de méthodologie, un petit peu, pas mal d'applications, mais je finirai un peu sur les aspects du logiciel. Alors pour la méthodologie, il y a une méthode qui existe depuis assez longtemps, hein. Elle existe en tout cas sur le papier, qui est l'analyse des corrélations canoniques. Depuis assez longtemps, les années 1930, la théorie a été écrite pour cette méthode-là sans trop de problème. L'objectif de cette méthode, c'est d'explorer les relations linéaires entre 2 ensembles de variables quantitatives observées sur les mêmes individus. Il y a un principe. Le principe de la méthode consiste à trouver la corrélation maximale entre une combinaison linéaire. Alors, il y a quelques gros mots, hein, mais on illustre ça derrière, n'hésitez pas. Et donc, trouver la corrélation maximale entre une combinaison linéaire des variables x et une combinaison linéaire des variables y. On obtient ici la première paire de variables canoniques et on peut itérer pour avoir le suivant. Ça, c'est le principe. L'ACP, qui est une méthode probablement un petit peu plus connue, elle travaille sur un seul jeu de données. Le principe est le même, c'est-à-dire qu'on cherche la combinaison linéaire des variables de mon jeu de données qui maximise la variance de mes observations. Un petit dessin derrière pour expliquer ça. Alors, les limites de l'analyse des corrélations canoniques, c'est que c'est une méthode qui va fonctionner avec un nombre suffisant d'individus. C'est-à-dire, concrètement, dans le cas précédent, il m'aurait fallu plus de souris que de gènes dont on a mesuré l'expression. 120 gènes, c'est pas beaucoup ce qu'on a mesuré. Mais déjà, on n'avait que 40 souris. Donc j'ai mis, c'est très rarement disponible en pratique dans le contexte des anatomies. Et très rarement avec un effet mixte, bien sûr. Donc pour l'ACP, alors je ne savais pas trop par rapport au public si
c'est assez familier. Alors, je fais juste une petite digression sur l'analyse en composantes principales. Je la fais en un seul dessin. Si j'avais fait les animations, vous n'auriez pas tout vu d'un coup, mais tant pis, je vais le faire comme ça. Normalement, les trois images apparaissaient après, mais c'est pas grave, je le fais comme ça. Imaginons que pour un certain nombre d'individus, on a mesuré le tour d'épaule, le tour de taille et le tour de poitrine. D'accord? Est-ce que on va remplir tout le cube? Est-ce qu'on aura des points partout dans le cube? Alors, sauf si on a des gabarits très particuliers, comme les photos que j'ai mis là, on peut supposer que la plupart des individus vont se répartir sur quelque chose qui ressemble beaucoup à une droite, de en bas à gauche et devant, à droite, en haut et au fond. L'idée étant, ce que va faire la CP, c'est qu'elle va dire qu'il y a une combinaison linéaire des trois variables, tour d'épaule, tour de taille et tour de poitrine, qui maximise la dispersion des individus. Donc, au lieu de payer pour 3 dimensions, je vais résumer mon information à une droite. Voilà. Et une fois mes points projetés dessous, je vois que j'ai à peu près la même allure. Voilà. Et cette première composante principale, ce n'est ni le tour d'épaule, ni le tour de taille, ni le tour de poitrine. C'est une combinaison de ces trois variables-là. Alors voilà, appelons-la la costodicule, par exemple. On a inventé la bravitude. Alors l'analyse des corrélations canoniques agit sur le même principe, sauf qu'elle va chercher des combinaisons linéaires dans 2 paquets de variables. Elle ne va pas chercher à maximiser la variance, mais la corrélation entre les observations. Okay? Voilà un peu sur le principe de cette méthode-là. Alors on le reverra après sur les applications. Alors les développements qu'il y a eu, donc le premier point, comme je vous disais, une des limites de l'analyse des corrélations canoniques, c'est de nécessiter plus de lignes que de colonnes dans le tableau. Alors, dans le cas de la nutrition des souris, là, c'était pas possible. Donc premier développement, ça a été dans le cadre de la thèse d'Ignacio González. Là, alors remis au goût du jour, parce que ça existait déjà aussi dans la théorie, donc l'analyse des corrélations canoniques régularisée. Là, par un artifice mathématique de pénalisation de choses qui vont bien, on arrive à traiter des données comportant plus de variables que d'individus. Ensuite, deuxième développement qui est dû à Kiman Lekao dans sa thèse. Il fait une thèse qui était dans le labo, si vous voulez, ça s'appelait la saga, l'INRA, de Jean-Fils, je crois. Voilà, donc entre l'Institut de l'INRA, elle a travaillé, elle, sur la régression PLS. La régression PLS, c'est quelque chose qui peut être vu de façon similaire à l'analyse des corrélations canoniques, sauf qu'on ne maximise pas de la corrélation, on maximise de la covariance. Mais l'idée est sensiblement la même. Ce qu'elle a apporté, c'est la... Alors j'allais dire en bon français la sparsité, c'est-à-dire le fait d'intégrer cette parcimonie, là, on va parler comme ça. On peut intégrer une sélection des variables les plus impliquées dans la relation entre les deux gènes donnés. C'est-à-dire dans les 120 gènes et les 20 acides gras, il y a des gènes qui ne vont pas avoir beaucoup de relation avec les acides gras. L'idée de cette méthode, c'est qu'elle va évacuer ces variables non intéressantes pour conserver que celles avec lesquelles on trouve un lien avec les acides. Il y a une extension qui est assez naturelle de cette méthode-là, c'est une application des problèmes de discrimination. Là, l'idée étant qu'on a un paquet de variables, considérons les gènes, comme tout à l'heure, 40 souris, 120 gènes. Là, on ne prend pas un autre paquet de variables quantitatives, mais on va prendre par exemple le régime alimentaire avec 5 modalités différentes. Et on va chercher quels sont parmi les gènes, donc quels sont parmi les variables, les plus discriminantes des régimes alimentaires. Donc ça, c'est une approche discriminante. On a la méthode un peu qui suit l'ACP, qui est l'analyse factorielle discriminante, ou l'analyse
version sparse permet de sélectionner ces variables de façon automatique. Alors plus récemment, ça c'est un travail de Benoît Liquet quand il avait fait un tour en Australie pour travailler avec Iman. Une approche multi-level qui est, c'est la partie que je connais le moins bien, donc j'en parle pas beaucoup, mais c'est un développement qui est adapté à l'analyse de données longitudinales. Et plus récemment encore, alors voilà, là c'est un petit peu, on peut trouver le Graal, c'est-à-dire que c'est une RGCCA, le R pour régulariser, le G pour généraliser, CCA, parce qu'on l'a vu jusqu'à présent. Donc la régularisation veut dire que l'on peut utiliser plus de variables que d'individus, et la généralisation signifie que l'on peut traiter plus de jeux de données. Alors là, autant, bon, la méthode existe, on commence à savoir la faire fonctionner, mais là on a quand même besoin de la confronter à des données, de la pratiquer pour vraiment acquérir le savoir-faire pour vraiment l'exploiter au mieux. Donc voilà un petit peu sur le développement méthodologique, je n'en dis pas plus, mais vous voyez un petit peu le type de questions auxquelles on est susceptible de répondre avec les outils que l'on trouve dans le package. Alors pour les applications, bon là je fais juste une liste de travaux qui ont été faits autour de ces méthodes-là. Alors le premier, je l'ai mis ici parce que vous voyez, dans le titre il y a Microbial Communities, alors je me suis dit que ça vous parlerait. C'est l'intitulé des journées. Alors ici, même si ça ne parle pas de communauté bactérienne, c'est quand même avec des personnes qui sont dans la salle. Je me suis dit que s'il y avait des questions là-dessus, au moins j'aurais du soutien pour y répondre. Je vais y revenir un peu plus en détail. Et le reste, donc voilà, ça c'est les applications, donc le travail d'imitation sur la RCCA et le travail d'Iman sur la Sparse PLS. Donc là, c'était l'histoire autour de la nutrition, donc c'est le parler d'acide gras, donc un peu d'huile. Et là, c'est l'histoire plutôt sur le vin. D'autres applications, alors là, ce sont des choses plus récentes, et notamment certaines, alors ce que je trouvais sympa, c'est des personnes que l'on ne connaît pas, donc, qui ont utilisé le package et qui l'ont cité. Donc je vais voir un petit peu ce qu'il y a eu récemment, dans différents contextes. Voilà, alors, maintenant, dans les applications, je vais revenir un petit peu plus en détail sur certaines. Alors, là, c'est le premier article dont je vous parlais, de communauté microbienne. Alors, j'ai juste pris la figure qu'il y a dans l'article, ne me demandez pas de la commenter, de la détailler. L'idée étant que la personne qui a écrit ce papier, Camille Argeau, on a été en contact par un intermédiaire, on ne s'est jamais rencontrés, mais on a échangé plusieurs choses par mail. Et lui, son problème, c'était voilà, de regarder les relations qui pouvaient exister entre les gènes et les taxons. Et donc l'analyse canonique des corrélations, en version régularisée, lui permettait d'identifier certaines relations. Voilà. Et sachant que lui, c'était des données qui provenaient de, si j'ai bien compris, des carottes dans le sol antarctique, et puis regarder un petit peu ce qu'il y avait là-dedans. Voilà, donc le travail qui a été fait donc, avec Sylvie Combe et Laurent Boutil, qui commence à monter un petit peu, c'était autour de l'analyse sensorielle sur la viande de lapin. L'idée étant que pour savoir si la viande est bonne, c'est pas une grande chose, mais on peut la soumettre à un jury qui va la goûter, qui va donner des notes sur différents critères. L'idée étant que si on est capable d'avoir des mesures objectives qui rendent compte des sensations que peuvent avoir les jurys, on peut s'abstraindre justement, s'affranchir de la subjectivité d'un jury. Donc là, vous voyez, alors là, on aurait pu passer en analyse des corrélations canoniques. Alors d'ailleurs, je ne sais pas si on l'a fait, si on avait régularisé, je ne sais plus. Vous voyez, avec 96 observations, on avait régularisé. Ouais, parce qu'il y a certaines règles pratiques qui font qu'il vaut mieux avoir le double d'observations que la somme du nombre de variables. Là, on était un petit peu limite, donc il y avait un peu de régularisation. Et donc l'idée, c'était de mettre en relation les variables physico-chimiques et les notes du jury. Donc l'analyse sensorielle des mesures physico-chimiques.
Alors voilà, donc on avait ce type de représentation sur lequel je reviendrai un petit peu par la suite aussi. Où donc les variables notées en bleu sont les variables sensorielles et celles en rouge sont les mesures physico-chimiques. Et il y avait un certain nombre de relations qui avaient été identifiées. Alors, ça peut, là, comme ça peut apparaître comme des évidences, hein, le fait que la tendreté associée avec des mesures de déchirement, des choses comme ça. Mais moi, quand je débute sur un jeu de données, moi je suis ravi d'enfoncer les portes ouvertes au début, c'est-à-dire au moins que la méthode elle part pas n'importe où. Et les premières choses qu'elle nous raconte, c'est des évidences. Donc, je suis ravi quand on commence par ça. Donc voilà un petit peu une étude. Maintenant, je vais redétailler davantage l'analyse Mickey Mouse, c'est le nom qu'on lui a donné, sur donc les 120 gènes et les 20 acides gras. La première étape, ça peut consister à regarder la matrice de corrélation. On calcule toutes les corrélations entre tous les gènes 2A2, tous les acides gras 2A2 et tous les croisements. Donc on peut obtenir des images comme celle-ci. Dans la première partie, là, tout ce qui est rouge ici, ça correspond aux 120 gènes. La partie qui est bleue, ici, donc, sont les acides gras, c'est la matrice qu'on trouve ici. Donc là, tous les gènes, là, tous les acides gras qui correspondent aux deux zones carrées ici. Et là, cette bande-là, que l'on retrouve ici, elle correspond au croisement de chaque gène avec chaque acide. Vous voyez, si on regarde comme ça, on voit un petit peu de bleu, un petit peu de rouge, donc on peut commencer à voir apparaître certaines choses. L'inconvénient de cette approche, c'est que là, on a calculé les corrélations 2 à 2. Le fait de passer sur des analyses canoniques des régressions PLS, on va avoir une approche qui sera multivariée. Et donc, on pourra faire apparaître des groupes de gènes associés à des groupes d'acides. Donc, quand on fait une analyse des corrélations canoniques régularisées, voilà, on peut arriver finalement à des graphiques qui sont assez similaires à ceux de l'ACP. Une représentation des individus et une représentation des variables. Alors, là, j'ai pas été très adroit, c'est-à-dire que les couleurs rouge et bleu, là, c'est pour distinguer les deux génotypes. Ça n'a rien à voir avec la couleur rouge et bleu qui est là, qui est faite pour distinguer en bleu les gènes et en rouge les acides gras. Je suis désolé, c'est pas forcément très adroit. Donc, face à ce type de graphique, alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Si on interprète nos axes comme on fait sur une ACP, ici, on va avoir un premier axe qui oppose, donc premier axe horizontal qui oppose à gauche un génotype et à droite un autre génotype. Si on s'intéresse à l'axe vertical, on voit que les souris qui ont reçu leur fiche, ce serait l'huile de foie de morue par exemple, dans leur alimentation. Donc un régime enrichi dans les acides gras essentiels, les oméga, je ne sais plus lesquels. Et à l'opposé, on voit l'huile de coco, c'est-à-dire justement il y a un régime alimentaire riche en acide essential fatty acid deficient, donc le régime déficient en acide gras essentiel. Voilà pour le deuxième axe. Et face à ça, ce que l'on peut identifier, vous voyez, si on regarde la position gauche-droite, une surexpression du gène CART1, par exemple, avec une surconcentration d'acide gras oméga 6, spécifiquement dans ce génotype en rouge. Et si on regarde un petit peu l'axe vertical, c'est-à-dire les souris qui avaient un régime à base d'huile de foie de morue, avaient des surexpressions de ces gènes-là et des surconcentrations dans le foie de ces acides gras. Donc vous voyez, l'interprétation que l'on peut faire de ce type de graphique associe bien les deux paquets de variables, c'est-à-dire les gènes et les acides. Alors, ce type de représentation-là, c'est vrai que le statisticien est assez à l'aise avec, c'est le cercle des corrélations que l'on retrouve en ACP, mais on a rapidement été conscient qu'il fallait proposer d'autres types de représentations graphiques. Alors, je vais commencer par celle-ci, par exemple. Consiste à construire un réseau. Alors, un réseau, c'est des nœuds et des arêtes. Là, l'idée étant que chaque rond est un acide gras, et on va mettre une arête. Alors, ça ne sera que entre acide gras et gène. Il n'y a pas d'arête entre deux acides gras ou entre deux gènes.
le choix qui a été fait. L'idée étant qu'il y a une arête quand, après analyse des corrélations canoniques ou après régression PLS, on voit alors c'est pas tout à fait une corrélation, mais une pseudo-corrélation supérieure à un seuil qui nous permet de tracer une arête entre les deux. Donc là, on voit par exemple le éléments ici s'associer négativement à certains gènes. C'est une autre représentation graphique, mais qui est basée sur les mêmes calculs que cette représentation-là. C'est vraiment la représentation qui change. Et là, alors, j'ai renoncé à le traduire à un cluster d'ImageNet pour avoir une heatmap, sauf que ce n'est pas la heatmap de l'image habituelle, où on a des individus et des variables. Et là, ce que l'on croise, ce sont les acides gras et les gènes. On n'a pas les souris dans cette affaire-là. Et donc, on va voir apparaître des paquets d'acides gras associés avec des paquets de gènes. Il peut y avoir une interprétation qui sera assez similaire à celle que l'on pouvait avoir donc, sur les réseaux. Sachant que le réseau, là, il y a un seul qui permet de représenter des arêtes que pour un niveau suffisamment élevé de corrélation. Donc ça, c'est quelque chose peut-être d'un peu plus général. Donc voilà pour les applications. Donc maintenant, j'en passe à la partie publicitaire de la chose, donc vous vendre un petit peu le package. Alors, je suis assez à l'aise pour vous le vendre, donc il est gratuit. N'hésitez pas à aller faire des manifs, jeter un petit coup d'œil. Le logo est très récent, on en est assez fiers. Alors, le logiciel, voilà un peu le schéma. Le schéma du package, donc voilà un petit peu l'idée, c'est-à-dire qu'il y a des approches multivariées pour l'analyse de jeux de données, soit un seul, soit plusieurs. Et ce qui est ajouté finalement ici, qui est une spécificité du package, c'est l'étape de sélection, ces méthodes sparse, qui permettent de sélectionner les variables les plus pertinentes, que ce soit dans la relation entre deux jeux de données ou dans les variables les plus discriminantes. Voilà. Et ce qui est aussi apparemment assez apprécié des utilisateurs, c'est les sorties graphiques variées qui permettent vraiment que chacun trouve un peu la représentation graphique qui lui parle le plus. Voilà, donc dans le package, donc, il y a les fonctions qui permettent de faire tourner les méthodes, de faire les représentations graphiques. Il y a aussi tout un ensemble de jeux de données. C'est une spécificité de R. Toutes les fonctions sont documentées avec des exemples en fin de la fiche d'aide. Ces exemples, vous pouvez les faire tourner directement. Pour faire tourner les exemples, voilà, il vaut mieux que les jeux de données. Donc ça, c'est des choses que l'on a intégrées au package. Donc le NutriMouse, dont je vous ai déjà parlé, il est là, et d'autres qui étaient des jeux de données publics qu'on a trouvés, et sur lesquels on pouvait assez facilement appliquer nos outils. Donc, voilà, R, comme je vous le disais, c'est une ligne de commande, donc il y a un langage à apprendre, et le langage, voilà, X ou X. J'ai un paquet de variables X, ce sont les lipides du jeu NutriMouse, j'en ai un autre qui est Y. Je veux faire une analyse des corrélations canoniques régularisées avec X, Y sur 3 composantes et avec des paramètres de régularisation, tous ces valeurs-là. Ceci, plot var, représentation des variables, network pour le réseau, sim pour la carte. Quand on connaît un petit peu R, ça ne présente pas de difficulté particulière. Et donc on peut rapidement arriver à ce type de représentation. Cette chose-là, si vous voulez utiliser le package, ça marchera en copier-coller, vu que NutriMouse, le jeu de données, fait partie du package. Voilà, donc ce qu'il y a autour de Mixomix, alors quelque chose qui est assez apprécié, qui nous vaut beaucoup de contacts, c'est le site web qui est maintenant à l'adresse mixomix.org, et dans lequel on a mis beaucoup d'études de cas. Donc tous les jeux de données là, qui sont ici, ben, on les a décortiqués et on a mis des lignes de code et tout ça sur le site web pour qu'on puisse voir des études de cas, si on a dit. Si vous vous intéressez à telle chose, voilà comment on peut dérouler une analyse avec le package. Pour une adresse de contact, une newsletter, c'est quelque chose qui est en développement. Alors en Australie, où est installé Timan depuis qu'elle a soutenu. C'est qu'on travaille à faire une interface web, c'est-à-dire que pour les utilisateurs, ne soient plus obligés de passer
Ce qu'on a commencé à faire depuis 2014 sont des formations. On est allé à Strasbourg, à l'ECCB, j'ai oublié, conférence européenne en computational biology. Voilà, on a fait un petit passage à Toulouse et on va peut-être en reproposer une à Toulouse pour septembre 2015, ça c'est à voir. Et puis voilà, on ne se manque pas de clients, il y a quand même un support de formation qui fait 130 pages, qui est quasiment la mise en forme dans un rapport du site compagnon qui est là. C'est-à-dire qu'il y a les méthodes, les aspects graphiques et les études de cas, donc se retrouver là-dedans. Voilà, donc j'arrive au bout, là je termine avec, voilà, donc ça c'est les heureux participants à nos formations, on doit repartir avec la petite cuillère de Solix. Alors, on a beaucoup discuté, on a pensé au shaker, on s'est dit pour mélanger vos jeux de données, finalement on dit que la petite cuillère est plus accessible en termes de budget, et que les gens repartent avec. Voilà. Ça, c'est des éditeurs de tutoriels en ligne. Rapidement, ce qu'on voit, c'est que autour de Toulouse et autour de Brisbane, où est installé Kiman, c'est vrai qu'il y a quand même 2 spots assez importants. C'est nous qui nous connectons sur le site. Mais on a été quand même assez content de voir qu'il y avait d'autres endroits où des gens venaient visiter et les contacts qu'on avait ne venaient pas que de notre entourage proche. Voilà, donc pour finir la page des contributeurs, donc Kiman Lekao, qui est vraiment celle qui la pousse moteur dans cette affaire. Hein. C'est vraiment elle qui porte le projet Mixomix. Ignacio Gonzalez, qui est là, qui est d'INRA, qui est entre la plateforme BioInfo et la plateforme BioStat. Voilà, et moi j'ai parfois l'impression, quand je bosse avec eux, d'être, vous savez, un ski nautique tiré par deux hors-bord. Donc, que les choses soient claires, je ne suis pas, et de loin, le principal contributeur à Mixomix, mais voilà, c'est un projet qui, moi, dont j'aime bien parler, parce que c'est quand même un projet qui me tient à cœur. Ces 2 personnes-là ont soutenu leur thèse, ça devait être 2008-2009, et on arrive encore à travailler ensemble. Il y a même eu une période où Ignacio, qui est vénézuélien, travaillait au Venezuela, il était à Toulouse, Kiman en Australie, donc on faisait les 3-8, c'était exceptionnel pour la hotline. Voilà. Pour le reste, d'autres contributeurs, c'est un projet